Une seconde audition, elle prolonge nos échanges précédents qui ont porté sur la situation économique et l'actualité, en se penchant plus précisément sur un sujet très important qui est la défaillance d'entreprise. Nous recevons donc M. Frédéric Abitbol, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et M. Michel Pellier, président de la Conférence générale des juges consulaires de France. Messieurs, soyez d'ores et déjà remerciés de vous être rendus disponibles pour cette matinée d'échange. Pour introduire nos échanges, je souhaiterais verser au débat quelques chiffres tirés des dernières études de la Banque de France et qui sont reproduits sur les diapositives qui vont être projetées à l'écran. Les défaillances d'entreprises sont en forte hausse depuis 2 ans. Alors que l'on dénombrait 2500 défaillances en moyenne tous les mois en 2020 et 2021, ce chiffre est passé à 3400 en 2022 et 4500 en 2023. Messieurs, grâce à votre expertise et à votre regard concret, nous souhaiterions comprendre comment doit être lue cette hausse. S'agit-il d'un rattrapage post-Covid qui sanctionne les difficultés d'entreprises maintenues artificiellement en vie par les aides décidées lors de la crise sanitaire et de la relance? Certains signaux semblent pointer en ce sens, la tendance étant la même dans toute l'Europe et étant cohérente avec les niveaux de défaillance long terme. Ou bien doit-on la comprendre comme un signal d'alerte, notamment si l'on regarde plus finement les catégories d'entreprises concernées. Par exemple, la hausse est bien plus forte pour les petites entreprises, plus 79%, que pour les moyennes entreprises, plus 55%. Et certains secteurs sont particulièrement frappés, le commerce de proximité, restauration. Si c'est effectivement un signal de retournement de conjoncture, quelles en sont les raisons? La hausse des coûts, une croissance trop faible, une profitabilité insuffisante? Selon certains analystes, la hausse des défauts se poursuivrait en 2024. Jusqu'où peut-elle aller selon vous? Et surtout, que peut-on faire pour mieux prévenir la survenue de défaillances? Messieurs les présidents, je vous laisse sans plus attendre la parole pour un propos liminaire. Je vous remercierai de ne pas dépasser 10 minutes chacun, et afin que nous puissions, avec nos collègues, réagir et échanger sur vos propos. Je vous rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site internet du Sénat, puis en vidéo à la demande ensuite. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Frédéric Abitbol, peut-être un mot rapide de présentation pour que vous sachiez qui vous parle. Donc, moi, je suis administrateur judiciaire à Paris. Je suis le président du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires. Spécificité française, nous avons en France un système dans lequel, quand une entreprise est en difficulté, il n'y a pas un professionnel, mais 2 professionnels qui sont nommés. Un administrateur judiciaire dont le métier est d'accompagner le redressement de l'entreprise et de sauver l'entreprise et l'emploi à chaque fois que c'est possible, et un mandataire judiciaire dont le travail est de représenter l'intérêt des créanciers et, si besoin, de liquider l'entreprise, de vendre ses actifs et d'en répartir le produit au profit des créanciers. Les professionnels français sont au nombre d'à peu près 500, à peu près 150 administrateurs judiciaires, un peu plus de 300 mandataires judiciaires. Et nous traitons en rythme annuel, historiquement sur le long terme, environ 50 000 entreprises. Le système français est caractérisé par le fait que le droit français se fixe un objectif très clair qui est de sauver l'entreprise et l'emploi. Ce n'est pas le cas partout. En Allemagne, l'objectif c'est de payer les créanciers. Les 2 objectifs sont parfaitement légitimes. Quand une entreprise en difficulté, au sens où on parle de défaillance, c'est une entreprise qui ne paye pas ses dettes, c'est donc une anomalie et il y a 2 intérêts également légitimes qui s'opposent, l'entreprise qui veut vivre et les créanciers qui veulent être payés. Chaque droit de l'Union européenne fixe ses règles et ses priorités. On est en train d'harmoniser, mais la France se caractérise par cette vision très claire. D'abord et avant tout, on veut sauver les boîtes, on veut sauver les emplois. Si on peut payer les créanciers, c'est bien, mais d'abord on sauve les entreprises et les emplois. Encore une fois, c'est pas le cas partout, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas aux Pays-Bas, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas dans plein d'économies. Le système français se caractérise par le fait qu'il est extrêmement efficace du point de vue des objectifs qu'il s'assigne. En France, les entreprises en difficulté, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, conduisent dans leur traitement au sauvetage de 2 tiers des emplois. Donc quand une entreprise dépose son bilan, statistiquement, on va sauver les 2 tiers des emplois. Quand on se compare à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux Pays-Bas, ils sont en dessous de 10%. C'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on ne fait pas la même chose. À l'évidence, on ne fait pas la même chose. Bon.
Mais de ce point de vue-là, il faut avoir en tête que le droit est très efficace. Je vous disais 500 professionnels, à peu près 50 000 dossiers par an. On se dit, ça fait beaucoup de dossiers par professionnel. Est-ce qu'on est bien outillé? Est-ce que le système fonctionne? En réalité, il faut avoir en tête que le monde des entreprises en difficulté, c'est un monde de TPE. L'immense majorité des dossiers sont de toutes petites entreprises. Et dans le dossier qu'on vous a remis, vous verrez notamment un document qui s'appelle « Typologie d'entreprise ». Pardon, c'est la page d'avant. Juste avant. Pardon, je vais y arriver. Il y en a une sur les procédures de prévention, donc on commentera, et voilà, pardon, j'y suis. C'est celle qui s'appelle « Nombre d'emplois concernés par les procédures collectives par taille d'entreprise ». Vous voyez que depuis le début de l'année, 43 000 procédures collectives, c'est en bas de la page, 26 000 concernent les entreprises à 0 salariés. Donc l'impact sur l'emploi, par définition, est nul. Et si vous ajoutez les entreprises à 0 salariés ou de 0 à 10 salariés, vous êtes déjà à 40 000 sur les 43 000. Donc c'est un monde de TPE. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête, contrairement à l'image qu'on s'en fait souvent. On pense que c'est les grandes entreprises qui font défaut. Vous voyez que cette année, notamment, on aurait eu au total 10 entreprises de plus de 1000 salariés qui auront connu une procédure collective. C'est un chiffre assez haut par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Je reviens aux chiffres et à la question. Il y a une hausse considérable depuis 2 ans du nombre de défaillances. Mais le nombre de défaillances était très anormalement faible. En moyenne long terme, en France, on a, selon la conjoncture, entre 50 000 et 60 000 défaillances par an. C'est la première page du document qu'on vous a remis. Vous voyez le nombre de procédures depuis 2015. On était à 60 000 en 2015, 59 000, 55 000, 54 000. Donc on est entre 50 et 60, sauf pendant le Covid, où on est tombé à 32 000 et 27 000. C'est le quoi qu'il en coûte. Je vous disais, une entreprise en difficulté, c'est quand elle ne peut pas payer ses dettes. À partir du moment où on lui dit « mais tu n'es pas obligé de payer ni ton URSSAF, ni ta TVA, ni ton loyer pendant un certain temps, et par ailleurs tu as un PGE », forcément il y a moins de défaillances. Donc c'est mécanique, il y a eu moins de défaillances. Il y a bien sûr un effet rattrapage, bien sûr qu'il y a un effet rattrapage. Mais on voit que les chiffres de cette année en forte hausse nous conduisent à fin octobre à 43 000 procédures collectives, donc on va être à la fin de l'année probablement autour de 50 000. On est plutôt dans le bas de la moyenne long terme. Donc il faut bien avoir en tête qu'il n'y a absolument pas de tsunami, il n'y a pas de vague. On revient à l'étiage normal de l'économie française. Une défaillance d'entreprise, c'est normal. Quand on crée en France des dizaines de milliers d'entreprises tous les ans, ou des centaines de milliers d'entreprises, statistiquement, il est inévitable qu'il y en ait qui ne marchent pas. Donc, dans une certaine mesure, il y a un niveau de défaillance qui est naturel et qui est incompressible. S'il n'y avait pas de défaillance, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de prise de risque et ça voudrait dire que l'économie va très mal. Quelques mots complémentaires sur les chiffres, pardon, j'aurais dû le préciser tout à l'heure. Vous voyez qu'on vous présente des chiffres qui sont très détaillés par typologie d'entreprise, par région, par secteur d'activité, par nombre de salariés. Le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires collecte toutes les semaines les données dans les logiciels métiers des professionnels. Vous avez tout un tas de sources. Les greffiers vous donnent des chiffres, la Banque de France vous donne des chiffres, il y a plein de gens qui donnent des chiffres. La question, c'est d'où viennent les chiffres. En général, ils viennent des greffes qui ouvrent un dossier. En l'occurrence, à chaque fois qu'un dossier est ouvert, il y a toujours soit un administrateur judiciaire, soit un mandataire judiciaire qui est nommé, soit les deux. Et nous avons l'obligation de rentrer un certain nombre de données dans nos logiciels métiers. Et donc, le Conseil national qui collecte ces données sait sortir toutes les semaines le nombre de défauts, dans quelle région, dans quel secteur, quelle taille d'entreprise, combien de salariés en direct. Donc, on a les données les plus précises et les plus régulières qui sont disponibles sur le marché, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut avoir en tête que l'autre grande spécificité française, à part le fait que les procédures collectives sauvent beaucoup plus d'emplois que les autres, c'est qu'on fait de la prévention. La prévention, c'est quoi ? Quand une entreprise dépose son bilan ou ouvre une sauvegarde, c'est un événement public. Ça révèle ses difficultés au monde. Et à partir du moment où vous révélez vos difficultés, vous les aggravez instantanément, puisque vos clients se disent « tiens, mon fournisseur va mourir, il faut que j'en trouve un autre ». Vos fournisseurs se disent « il ne va pas me payer, maintenant je vais augmenter mes tarifs et je veux qu'il me paye au cul du camion ». Vous ne pouvez plus recruter, vos salariés cherchent du boulot ailleurs. Donc la révélation des difficultés les aggrave automatiquement, c'est inévitable. La prévention, c'est quoi ? Ça consiste à dire « j'ai des problèmes, j'ai besoin qu'on m'aide, mais je ne veux pas que ça se sache ». Et je peux les traiter sans que ça se sache. Et donc, je vais voir un tribunal de commerce, un président de tribunal, et je lui demande de nommer à mes côtés un conciliateur ou un mandataire ad hoc, qui est un négociateur, qui n'a aucun pouvoir.
vis-à-vis d'absolument personne, et qui ne peut rien faire d'autre que de négocier au mieux de ses capacités pour rapprocher les points de vue. Et bizarrement, ça marche. On pourrait se dire, après tout, à quoi ça sert? Le chef d'entreprise connaît mieux son métier que le conciliateur, l'avocat connaît mieux le droit et le comptable connaît mieux la compta. Donc à quoi sert le conciliateur? La négociation dans le monde des entreprises en difficulté, c'est pas une bonne négociation. C'est une négociation qui est pas dynamique, c'est pas du win-win, comme on dit en bon français. On fait pas du bon business ensemble qu'on est content de faire. Je suis en défaut, je peux pas payer. Et le créancier, il a fait crédit et on n'honore pas l'engagement qu'on a pris envers lui. Donc, il y a intrinsèquement un défaut de confiance et il y a intrinsèquement des intérêts qui s'opposent. Le boulot du conciliateur, c'est de reconstruire la confiance et plutôt que d'avoir cet affrontement frontal, de construire un triangle dans lequel vous avez les parties et au milieu le conciliateur qui va aider à co-construire une solution. On traite tous les ans à peu près 7000 entreprises dans le cadre des procédures de prévention. Le taux de succès, c'est 80%. Qu'est-ce que c'est qu'un succès? Le succès, c'est on s'est mis d'accord. Est-ce qu'on sait vous dire, oui d'accord, mais 5 ans après, il y a combien de ces entreprises qui sont toujours vivantes? J'ai pas le chiffre, on l'a pas, mais on est en train d'essayer d'améliorer les données. Mais donc, pour avoir des ordres de grandeur en tête, prévention 80% de succès, sauvegarde 2/3 de succès, redressement judiciaire 1/3 de succès, liquidation, par définition, la société est liquidée. Et globalement, les 2/3 des emplois sauvés. Donc plus on vient tôt, mieux ça marche. Moins la procédure est invasive et mieux elle marche. Et nous avons en France une boîte à outils qui est la plus développée du monde. Et c'est pas une expression, c'est un fait. C'est la plus développée du monde, c'est la plus avancée du monde. Et du point de vue de nos critères de succès qui sont faut sauver les boîtes et faut sauver les emplois, c'est de très loin le plus efficace des systèmes. Et ça ne se fait pas au détriment des créanciers, contrairement à ce qu'on pense. En gros, quand on peut comparer les chiffres, quand une entreprise dépose son bilan, partout dans le monde, elle va payer à peu près 20% de ses dettes, statistiquement en moyenne. Et c'est le même chiffre à peu près partout, sauf au Royaume-Uni où ils sont un petit peu moins bons qu'ailleurs. Je reviens aux chiffres. Depuis le début de l'année, on a des procédures collectives qui ont concerné 187 000 salariés arrêtés à fin octobre. Donc on va être aux alentours de 200-220 000 salariés concernés par des procédures collectives cette année. Et quand je vous disais qu'on sauve les 2/3 des emplois, ça veut dire qu'en gros, le nombre de licenciements pour cause de faillite de l'employeur va peser à peu près 75 000 destructions d'emplois cette année en France. Et on est donc à peu près dans un étiage normal de l'économie française, avec des entreprises qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et c'est la vie normale des affaires. J'en terminerai pour vous dire qu'on a donc cette analyse sectorielle, une analyse régionale. On peut évidemment entrer dans le détail si vous le souhaitez. Nous, on ne voit pas de secteurs particuliers dans lesquels il y aurait une poussée particulière. On sait que, évidemment, le monde de la sous-traitance automobile vit une transformation absolument radicale. Bon, ça pas grand-chose n'y peut rien, sauf à essayer d'attirer des investissements en même temps que les entreprises se ferment. Il faut absolument en rouvrir d'autres. On a l'immobilier qui commence à souffrir assez fort et c'est le début. Et on sent bien que ça va probablement durer et s'aggraver. Au-delà de ces deux secteurs-là spécifiques, voilà, l'économie n'est pas très dynamique, mais ça, je ne vous apprends rien. On est plutôt toujours un étiage bas. Où est-ce qu'on sera l'année prochaine? On n'a pas de boule de cristal, mais bon, voilà. Pas de raison de penser que les choses ni s'amélioreront considérablement, ni ne se dégraderont de façon spectaculaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pellier, à vous, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les sénateurs, de m'accueillir. Vous ne me connaissez pas, je suis président de la conférence. Et madame, pardonnez-moi, madame, pardon, madame et messieurs, je suis président du tribunal de commerce de Laval et par ailleurs, je suis président de la conférence générale des juges consulaires de France qui représente 3700 juges, comme vous le savez, en France et qui est réparti de 134 tribunaux de commerce en France et qui attendent évidemment avec beaucoup d'intérêt, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je le dis, la réforme qui permettra de mettre en œuvre le tribunal des activités dites économiques qui sera étendu, comme vous le savez, au monde agricole. Je crois que la prévention est en effet un sujet majeur. Maître Abitbol vient de le dire très bien. Et je crois que, en effet, si ça fonctionne bien, c'est parce que cette procédure est confidentielle, elle est sous la haute protection
non pas de la juridiction, mais du président, et qui, évidemment, offre un mandat de justice au conciliateur ou mandataire ad hoc qui aura été désigné. Au-delà des deux objectifs poursuivis par la loi Badinter, finalement, du 25 janvier 85, qui vient nous dire, en effet, premier objectif, c'est la préservation de l'emploi, la pérennité, évidemment, de l'entreprise, et le texte ne le dit pas, mais vous le savez bien, et accessoirement, le paiement des créanciers. Il y a dans tout ça un autre objectif qui n'est pas dit, c'est celui de ce qu'on appelle gentiment ou pudiquement le principe de l'assainissement des professions commerciales. Vous savez que le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement a une obligation de faire sa déclaration de cessation des paiements dans les délais de 45 jours. Et on voit bien que le fait de laisser des entreprises qui ne sont finalement pas viables a un effet sur le tissu économique. C'est un fait, et donc effectivement l'assainissement des professions commerciales via les procédures collectives est un point évidemment majeur. Je vous le disais, cette procédure est confidentielle, et en même temps, le seul moyen de pouvoir traiter le patient qui est devant nous, c'est d'avoir les meilleurs outils. On n'imagine pas un chirurgien pouvant faire son opération sans avoir de outils ad hoc. Et il y a un outil que le président ne dispose pas et qui me paraîtrait un outil très utile à la prévention des difficultés des entreprises. C'est celui des difficultés que connaît le débiteur avec l'administration fiscale. En général, ce sont des éléments qui, évidemment, donnent une lumière sur le sujet, et l'administration fiscale ne les communique pas au président. C'est un des organismes qui ne les communique pas. Et je pense que dès lors que l'administration fiscale ne les communique pas pour des raisons de confidentialité, ce qu'on comprend, mais le président lui-même étant tenu à la confidentialité, je ne vois pas quels pourraient être les motifs pour lesquels on ne pourrait pas les donner au président. Et je crois que ce serait un outil utile à la prévention des entreprises, puisque c'est un signe avant-coureur de cette défaillance. Et je crois que de ce point de vue, nous pourrions faire une avancée majeure de ce point de vue. Je parle évidemment des créances fiscales, mais également des créances sociales. Il y a un deuxième sujet que j'ai à l'esprit, je ne sais pas si le président Abitbol le partage, mais vous savez que les organismes de caisses de retraite, notamment, peuvent elles-mêmes obtenir un titre exécutoire pour poursuivre le débiteur, enfin l'entreprise, par le biais de la voie de la contrainte. Et donc, évidemment, le président, dans les prérogatives qui sont les siennes, il a un certain nombre d'outils à sa disposition, donc les assignations, les privilèges qui sont portés, ou encore les procédures d'injonction de payer. Mais cette procédure en question, qui concerne donc les titres exécutoires pris par ces organismes-là, est méconnue du président. Et là aussi, c'est un des signes qui prive le président d'un outil qui permettrait justement de pouvoir travailler plus avant en prévention. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, à titre liminaire. Si vous avez des questions, je suis bien évidemment à vos dispositions. Moi, je crois que la compétence du président du tribunal est bien connue en matière de prévention. Elle sera évidemment par hypothèse étendue au monde agricole, et je pense que c'est vraiment une belle avancée, parce que, encore une fois, ça a été dit pendant de nombreuses années, c'est redit, on n'a pas trouvé de mot mieux que celui-là, mais l'anticipation. Et je crois que le chef d'entreprise, finalement, qui vient devant le président du tribunal dans le cadre des préventions des difficultés des entreprises, finalement est aussi soulagé. Il y a une chose dont on ne parle pas, malheureusement, mais qui est réelle, c'est celui du soutien psychologique que le président va donner au chef d'entreprise, qui arrive dans un état moral toujours très difficile, alors que le président, évidemment, il n'a pas d'outil de remède au sens de la posologie médicale, mais il a un appui psychologique très important, et c'est vrai que c'est très utile aux chefs d'entreprise, et l'expérience nous montre, en tout cas de ceux qui ont eu malheureusement pas la chance de passer par cette procédure, se rendent bien compte que c'est très utile. Merci, Monsieur le Président. On va passer maintenant aux échanges et aux questions de mes collègues. J'avais juste un petit point sur lequel je souhaitais appuyer suite à vos interventions. C'est sur, effectivement, le droit à la défaillance et le droit, entre guillemets, si je peux me permettre d'être un peu trivial, de se planter. Et c'est pas forcément une honte, mais ça peut également, et d'ailleurs si tous ces moyens sont mis en œuvre pour accompagner les défaillances et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, le sauvetage de l'emploi, etc., c'est que ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie d'une entreprise. Mais ça doit aussi donner un droit à rebondir. Et on ne doit pas, et c'est quelquefois un peu le cas dans notre pays par rapport à des pays anglo-saxons, voire les États-Unis, on ne doit pas traîner une défaillance d'entreprise comme on traîne un boulet toute sa vie, et on doit pouvoir donner la possibilité aux gens qui se sont... Alors,
Tout dépend de ce qui fait que l'entreprise s'est plantée. Bien sûr, si c'est pas volontaire, mais que chacun a le droit également de rebondir et de repartir avec la possibilité à nouveau d'être chef d'entreprise. Pierre Kuipers a une question, sénateur de la Seine-et-Marne. Merci, Président Abitbol. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que dans le monde, il y avait 20% des dettes qui étaient payées. Alors, est-ce que ce sont des dettes chirographaires, c'est-à-dire par des privilégiés, ou est-ce que ça rembourse véritablement des fournisseurs, quelque part? C'est ma première question. La deuxième, sur l'agriculture, est-ce que les éléments déclencheurs, c'est quoi? Quand un agriculteur est en difficulté, il se renferme sur lui-même et il faut trouver les éléments qui permettent justement de l'aider et de l'accompagner en anticipation, mais suffisamment tôt. Par quels moyens? Par des leviers sociaux? Parce que quand il arrive à ne plus payer sa protection sociale, il est déjà bien trop tard. Ça veut dire qu'il n'a pas réglé non plus ses fournisseurs et qu'il est en difficulté. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'anticiper l'anticipation, quelque part? Et puis, concernant toujours l'agriculture, parce que j'en suis un, c'est sous forme de société, il y a moins de faillites ou moins de dépôts de bilan en société que probablement en entreprise individuelle. Non. Voilà. Alors sur le passif, globalement, je n'ai pas donné le chiffre, d'ailleurs, c'est 7 milliards par an en France qu'on paye à peu près aux créanciers, tous les ans. Ce qui veut dire que, par définition, le passif des entreprises qui ont déposé le bilan, c'est 4 fois ça, 5 fois ça. Non, on ne paye pas beaucoup de chirographaires parce qu'on paye dans l'ordre des privilèges. Et dans l'ordre des privilèges, ça veut dire qu'il faut rembourser d'abord le super privilège, puis les dettes de la procédure, puis le trésor public, puis l'URSSAF, puis les créanciers chirographaires, puis les créanciers hypothécaires par exemple, tous ceux qui ont pris des sûretés. Donc l'État a une sûreté de droit, c'est le privilège du trésor. Les caisses de sécurité sociale ont une sûreté de droit aussi, c'est le privilège des caisses de sécurité sociale qui passent devant le trésor, derrière le trésor, mais devant les chirographaires. Derrière, il y a les banques dont c'est le métier de prêter et qui donc aussi ont pris des sûretés. Et le fournisseur, il est derrière, il n'a pas de sûreté. Bon. Et donc, quand on paye 20%, en général, 20%, c'est absorbé par les créanciers privilégiés. Donc, on paye très peu de chirographaires, d'où le sentiment général qui est de dire, en fait, quand une boîte dépose son bilan, elle ne paye jamais personne. Pas si, mais elle paye les créanciers privilégiés. Et donc, très peu les fournisseurs, effectivement, sauf réserve de propriété, etc., tout un tas de mécanismes qui permettent de le faire. Et évidemment, les salariés sont toujours payés de absolument l'intégralité de ce qui leur est dû. Il n'y a aucun débat là-dessus, évidemment. En ce qui concerne les agriculteurs, alors oui, il y a moins de défaillances dans les sociétés que dans les entreprises individuelles, mais notamment parce que c'est un signe, quand on est en société, que c'est déjà un peu plus structuré, un peu plus important, un peu mieux outillé et donc un peu plus solide. Et donc effectivement, il y a moins de défaillances. Plus l'entreprise grandit et plus elle est solide. Ça ne veut pas dire qu'elle est à l'abri de tout, mais il y a statistiquement forcément un peu moins de défaillances. Et comment faire pour les aider plus? Les agriculteurs, c'est toujours des sujets humainement extrêmement difficiles. C'est souvent plusieurs générations. C'est des gens qui peuvent pas inventer un marché quand le marché est difficile. Ils n'ont aucun pouvoir de négociation avec leurs clients. Ils ne peuvent pas augmenter leur productivité au-delà de ce qui est matériellement faisable. Ils doivent suivre des règles, notamment environnementales, extrêmement strictes. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, ça existe. Et donc, ils sont dans un environnement incroyablement contraint. Et il n'y a pas de solution juridique, en tout cas, à ça. Les questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour réorganiser le rapport de force entre eux et leurs clients, notamment les coopératives, tout un tas de sujets que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi. Monsieur le sénateur, vous avez dit à juste raison anticipation de l'anticipation finalement. C'est ça que vous dites. Et vous dites où sont les signaux que vous aurez. Et je crois qu'effectivement, il n'y en a pas. En même temps, l'expérience que nous avons de ce point de vue est proche de zéro. Donc, il faudra probablement qu'on profite de cette mise en œuvre pour regarder comment effectivement on peut anticiper l'anticipation. Je crois que c'est très bien vu. Et c'est vrai que les signes
qu'on peut trouver, ce sont des signes classiques que vous avez d'ailleurs cités, qui sont les signes de la défaillance, du non-paiement, de toutes les affaires dites sociales auxquelles est confronté l'agriculteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les organisations agricoles sont quand même assez tournées comme des entreprises. On le sait bien, aujourd'hui, un agriculteur, c'est quelqu'un qui a les mêmes compréhensions que le chef d'entreprise, et je pense que de ce point de vue, cette extension est une bonne chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première des causes de défaillance des entreprises en France, c'est la défaillance du compte client. Défaillance du compte client qui représente 25% des causes des défaillances des entreprises. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et il faut aussi avoir en tête quelque chose que vous savez parfaitement, j'enfonce des portes ouvertes. Mais dans une entreprise, le seul compte qui rapporte, c'est le compte client. Vous ne trouverez aucun autre compte de l'entreprise en dehors du compte client qui rapporte. Le reste ne sont que des comptes de dépenses. D'accord ? En l'état des sujets relativement à la cybercriminalité, qui est un sujet majeur, qui vous avez également tous à l'esprit, on note que les risques relativement à la cybercriminalité, les cyberattaques, vont devenir la première des causes des défaillances des entreprises. On a aujourd'hui des entreprises qui sont attaquées et qui ne se remettent pas de ces situations-là. Il faut avoir ça également à l'esprit. Merci. Merci. Question de Michel Masset, sénateur du Lot-et-Garonne. Merci, Président. Pour faire part d'une initiative en Lot-et-Garonne, nous avons principalement 3 pôles d'activité autour bien sûr de l'axe autoroutier. Et donc, on a des groupes de sachants qui se sont réunis, bénévoles. On y retrouve à l'intérieur donc un avocat, un notaire, un ancien chef d'entreprise. Et donc, c'est une première étape pour accompagner les entreprises qui aiment bien parler aux entreprises également lorsqu'elles sont en difficulté. Et on a une structure comme ça, fait 2 exactement, qui fonctionne relativement bien en termes de primo-conseil. Justement, voilà, je voulais juste en faire part. Et ce sont des sachants bénévoles, juristes la plupart, mais aussi chefs d'entreprise qui viennent accompagner des entreprises en difficulté, des collègues en difficulté. Merci pour ce témoignage, chers collègues. Moi, j'aurais une question à vous poser, messieurs les présidents également. On a entendu tout à l'heure, lors de la précédente table ronde, qu'il y avait un sujet sur l'étalement du remboursement des PGE. Est-ce une source de défaut prépondérante cette année, selon vous, au niveau des défaillances d'entreprise? Et le remboursement des PGE a-t-il pris la priorité sur les autres créances? Et enfin, une deuxième question. Avez-vous des informations sur la situation des délais de paiement? Est-ce une raison de la fragilité des PME en ce moment? Il faut toujours rendre à César ce qui est bien à César. C'est des questions qui m'ont été soufflées par nos administrateurs. Monsieur le Président, je veux bien répondre à votre dernière question. Vous parlez en réalité du crédit interentreprise. Et c'est un vrai sujet. Bien évidemment, puisque, en effet, un certain nombre d'entreprises sont confrontées au non-paiement des factures. Donc, évidemment, on voit bien l'effet que ça a. Ça a un effet directement sur le besoin en fonctionnement de l'entreprise. Ça oblige éventuellement les dirigeants ou le banquier à se mobiliser au lieu et place du non-paiement des factures, finalement. Et c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui s'opère actuellement. Je crois que c'est pas bon du tout. Il y a eu des dispositions, des textes qui ont été pris en cette matière, et pour le dire très franchement, en matière dans le bâtiment notamment, l'État n'est pas le meilleur payeur, pour le dire clairement. Et donc les entreprises du bâtiment, j'ai à connaître des entreprises qui souffrent de ce qu'effectivement ils ne sont pas payés de leurs factures, notamment par l'État et les organisations d'étation publique, et c'est effectivement un vrai sujet. Alors sur le PGE, d'abord, mais le PGE c'est quoi? Quand l'économie s'arrête, au moment du Covid, on dit aux entreprises, on va vous exonérer de charges, on va vous faire tout un tas d'exonérations, on met en place des subventions, on met en place des tas de choses par lesquelles l'État prend en charge la perte. L'entreprise ne perd pas d'argent, le chômage partiel, etc., puisque c'est l'État qui paye. Donc on sort du Covid sans dette. Le PGE, on dit je te prête de l'argent pour financer tes pertes. Donc on résout le problème en cash, mais maintenant on a une dette.
Bon. Donc, on a financé de la perte par de la dette, assez simplement. Bon. Et tout le monde sait bien qu'on ne fait pas ça normalement. On ne finance pas des pertes par de la dette, on finance des pertes par des fonds propres, quand on peut. Et quand on ne peut pas, on le finance par de la dette et ça donne des défaillances, ce qu'on voit régulièrement dans nos cabinets. Donc, forcément, il y a un sujet avec les PGE. Maintenant, le taux de défaillance le plus récent qu'on connaît des PGE, c'est à peu près 4%. Donc, ce n'est pas non plus massif. Ça veut dire qu'à ce stade, 96% des PGE se payent. On n'est qu'en début de phase de remboursement. Donc, il y aura évidemment plus de défaillances que 4%. Mais on est à 4%. Ça veut dire que ce n'est pas un tsunami. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu, de mémoire, pardon pour l'imprécision du chiffre, à peu près 700 000 PGE mis en place pour quelques dizaines de milliers d'euros. Encore une fois, c'est des petits prêts à des petites boîtes. Quand il y a eu la crise financière de 2008, la réponse publique, c'était des éléments macroéconomiques, le quantitative easing, des choses comme ça, dont on ne voit pas très bien comment ça irrigue en vrai la vraie vie des gens. Le PGE, c'est du vrai argent prêté pour de vrai, en direct, sur le compte bancaire, à tout un tas de petites boîtes. Moi, depuis que je fais ce métier, ça fait 20 ans, on me dit c'est compliqué, on ne peut pas investir, les banques ne prêtent pas, on n'a pas d'argent pour investir. Tout le monde a eu de l'argent pour investir. Alors pour payer de la dette, de la perte, oui, mais aussi pour investir. Et il y a plein de boîtes qui ont bénéficié de ce PGE alors qu'elles avaient très peu de concours bancaires et qui ont profité de ça pour investir, pour acheter une camionnette, pour acheter des choses simples dont les boîtes avaient besoin. Et donc ce PGE au sens macroéconomique, d'abord c'est un énorme afflux de liquidités pour des vraies PME françaises et TPE, dont beaucoup ont fait des choses intelligentes. Et donc c'est une très bonne chose, premier élément. Deuxième élément, il a été donné quasiment à la demande, avec très peu de vérification. En gros, comment on vérifie? On dit aux banques, écoute, tu assumes 10% du risque, donc tu fais l'analyse crédit. L'État sous-traite l'analyse crédit aux banques. Mais au-delà de ça, c'était ouvert. Et je crois que c'est comme ça qu'il fallait faire. Si on avait commencé à dire aux entreprises, alors tu vas avoir un PGE, mais attends, il faut qu'on vérifie tes comptes, ton machin et tout, on tuait la confiance. Il fallait un bazooka. Donc, on pense qu'il fallait faire comme ça. Ce faisant, on savait forcément qu'il y aurait des PGE qui seraient... Il y a forcément de la fraude, il y a forcément des PGE mal employés et il y a forcément des défaillances. Mais il n'y avait pas de meilleure façon de faire, en tout cas de notre point de vue, à l'époque. Maintenant, est-ce que le PGE est devenu un problème? Je rappelle quand même, que ce PGE, il a d'abord apporté du cash aux entreprises. Et donc, pour certaines entreprises, il a apporté des ressources qui ont été salutaires. Et il y a des boîtes qui sortent beaucoup plus fortes de la crise qu'elles n'y étaient entrées, certaines. Il y en a qui sortent beaucoup plus abîmées, évidemment, il y a de tout. Mais il y a des boîtes qui sortent plus fortes. Donc, ce PGE... Aujourd'hui, quand vous dites, prendre un exemple simple, un restaurant à La Défense qui fonctionnait à midi parce que les gens venaient au bureau avant le Covid, qui a financé sa paume avec un PGE. Et on lui dit, tu sais quoi, maintenant en fait, les gens ils bossent plus le vendredi, ils viennent à moitié le mercredi, et puis tu as toujours ton PGE à payer, et au fait ton loyer c'est plus 3% parce que c'est indexé, forcément ça ne marchera pas. Bon. Donc, dans la masse, oui, il y a plein de boîtes qui ont des problèmes de remboursement de PGE. Mais encore une fois au sens macro, il fallait le faire et c'était un bon outil. Maintenant, il faut aussi se poser la question, est-ce que des boîtes meurent à cause du PGE? C'est ça la question. Parce que si on dit on a des difficultés de remboursement du PGE et donc on fait un mandat ad hoc et on réétale le PGE, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'entreprise est toujours vivante, elle peut pas payer sur 6 ans, elle payera sur 10 ans, pas de sujet. La question c'est est-ce que des boîtes sont liquidées parce qu'elles ne sont pas capables de payer leur PGE. Et on en revient à la boîte à outils des procédures collectives. En France, quand une entreprise dépose son bilan, il y a 3 sorties possibles. La liquidation judiciaire, donc la morgue. Le plan de redressement, je vais payer mes dettes, j'ai besoin de temps, mais je vais les payer sur 10 ans maximum, c'est le réaménagement du PGE, pas de problème. Et entre les deux, je ne peux pas, j'y arriverai pas, je ne suis pas assez rentable. Mais la boîte est viable. Eh bien, ça s'appelle un plan de cession. Et donc, on va chercher un repreneur. Et alors, oui, le chef d'entreprise, il perd son entreprise. Mais ce qu'il a créé, l'écosystème, les salariés, les fournisseurs, les clients, ça vit encore entre les mains des repreneurs. Donc, c'est un moindre mal. Donc, il n'y aura pas, à notre sens, de disparition d'entreprise, de disparition d'activité économique
parce qu'on ne peut pas payer des PGE. Il y a des boîtes qui sont en difficulté, bien sûr, mais toutes les entreprises viables, on peut dire qu'on les sauve aujourd'hui en France. Merci, Monsieur le Président. J'avais, après Denis Bouane, mais une question de Anne-Sophie Romani, sénatrice de la Marne. Merci, Président. J'avais effectivement une question par rapport à ces outils de prévention, pour reprendre les propos de mon collègue tout à l'heure par rapport aux agriculteurs, mais de manière plus large à toutes les entreprises individuelles et les toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un contrôle de leur entreprise très précis parce que pris dans leur activité. On parlait d'anticipation. Nous parlions également de la difficulté de trouver des indicateurs à ces défaillances. Je voulais savoir quels étaient vos moyens de communication auprès de ces entreprises, comment prévenir, faire la communication sur la prévention pour être justement bien en amont, parce que aujourd'hui un entrepreneur est submergé d'informations de toutes parts, et à un moment, comment est-ce qu'on peut inclure cette notion de prévention de défaillance dès la création de l'entreprise ou la reprise de l'entreprise, pour qu'on ait des entrepreneurs qui soient bien avertis, voilà, très, très tôt. Oui, Madame la sénatrice. Évidemment que vous faites une bonne remarque et une belle remarque. Le sujet du monde de l'entreprise, c'est aussi le sujet de l'expert du chiffre. L'expert du chiffre qui est auprès de l'entreprise, qui lui a une vision des clignotants. Et ce qu'on observe lorsque les entreprises en difficulté viennent devant nous, on observe que très souvent, elles-mêmes ne savent même pas si leur activité est viable. C'est ça le sujet. Vous avez des entreprises aujourd'hui dans le bâtiment qui passent des marchés et qui n'ont même pas conscience que le marché n'est pas viable. Dit autrement, il aurait mieux valu ne pas le prendre. Sauf que qu'est-ce qu'on confond? On confond l'activité avec le savoir-faire des collaborateurs qu'on veut conserver. On veut également, on pense qu'on amortit nos charges fixes, d'accord? Et dans le même temps, on pense que il faut quand même pas trop augmenter les prix au risque de voir le marché nous échapper au profit d'un concurrent. Et donc, le vrai sujet, à mon sens, qui devrait pouvoir être mis en œuvre ou qu'il faudrait qu'il soit mis en œuvre, passe par l'expert du chiffre. L'expert du chiffre qui doit donner à l'entreprise des indicateurs pour lui permettre de savoir qu'elle est sur une route glissante, qu'elle est sur une route avec un réservoir avec peu de carburant, et d'accepter de considérer qu'il faut mettre la voiture au garage si effectivement, quand on passe ce marché, on sait qu'on dégage des pertes. Et ça, c'est pas acceptable. C'est ça le vrai sujet. Et donc je pense que la solution, elle est probablement chez l'expert du chiffre, qui lui-même est en lien permanent avec l'entreprise et qui est à son chevet, j'allais dire, presque en permanence et au quotidien. Mais l'expert du chiffre n'a pas la compréhension, à mon sens, du droit des procédures collectives, craint même de venir en prévention devant le président du tribunal et probablement participe à un retard pour amener son client devant le président de la juridiction. Voilà ce que je voudrais vous dire de manière assez concrète, mais je pense que M. Abitbol n'aura pas grand-chose de plus à dire que ce que je viens de dire. Pardon de ma modestie, mais c'est quand même comme ça. Donc effectivement, rien à rajouter, Président Abitbol. Je n'oserais pas, Monsieur le Sénateur. Je vous en prie. Denis Bouane, sénateur du Gard. Merci, Président. On voit qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui, toutes les années, sont des défaillances et vous savez, les différents processus que vous avez évoqués. On a eu le Covid, une période très compliquée quand même pour ce pays. On a eu ce gouvernement qui a bien travaillé dans ce domaine pour sauvegarder le maximum d'emplois et un maximum d'entreprises. Les régions, les départements ont cofinancé au travers de l'aide du département. Je crois que c'était une bonne chose à l'époque. J'étais président du département et je l'ai fait et je ne le regrette pas. Il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient quand même en difficulté avant le Covid. Nous avons aidé ces entreprises, c'est bien pour une fois en France, on avait des procédures simplifiées. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça mérite d'être souligné quand même. Donc on avait des procédures simplifiées. Ma question elle est un petit peu bizarre quand même. Est-ce que par le fait que ces entreprises qui étaient déjà en difficulté, que nous avons quand même aidé,
que nous n'avons pas sorti de la difficulté, est-ce que vous aviez, vous, déjà une analyse qui permettait de dire là on investit à fond perdu, là on sait qu'on va dans un mur, parce que moi je pensais, et je ne sais pas si ce que vous en pensez vous, moi je disais qu'il y avait 3 catégories d'entreprises dans ces difficultés-là. Il y avait celles qui n'avaient pas besoin du PGE et pas besoin des aides. Dans mon département, je les connaissais. Il n'y a qu'à aller dans les terrasses des restaurants et des bistrots. Là où la terrasse est neuve, c'est pas compliqué, ça s'est plutôt bien passé quand même. Il y avait celles qui avaient besoin qu'on les accompagne parce qu'il y avait un moment difficile à passer et si on ne les accompagnait pas, elles allaient mourir et ça c'était dramatique. Et il y avait celles qu'on a aidées quand même, dont on savait que l'issue serait quand même fatale. Est-ce que vous l'aviez ressenti ça ou est-ce que vous avez fait comme moi, vous avez fait un constat a posteriori? Je pense qu'on le savait. Enfin, quand on dit aux entreprises, on va toutes vous aider. On sait bien qu'on va aider des entreprises qui n'ont pas besoin, des entreprises qui ont besoin et des entreprises qui vont mourir de toute façon. Parce que si un restaurant n'est pas bon, vous pouvez le subventionner autant que vous voulez, il n'est toujours pas bon. Hein, donc il va finir par disparaître. Donc oui, mais, et vous l'avez dit, je pense qu'il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Il fallait un message hyper clair. On l'a vécu. Quand on ferme tout, au début du confinement, enfin, c'est la panique. Plus personne ne paye personne. Hein. Enfin, on l'a vu, des grosses boîtes qui arrêtent de payer leurs sous-traitants, qui arrêtent de payer leurs sous-sous-traitants, et l'économie s'arrête, ça aurait pu être dramatique. Donc, il fallait un bazooka. On ne pouvait pas faire autrement. Et donc, je crois que vous avez raison, il fallait accepter ce niveau de perte en ligne. Je vais encore plus loin. Est-ce que c'est mal ? On se dit, je vous disais tout à l'heure, je vous dis qu'un succès, c'est quand on trouve un accord, mais 5 ans après, est-ce que la boîte est toujours vivante? C'est quoi un succès? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est mal d'avoir aidé une boîte qui allait très mal, dont on pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir, mais on l'a aidée quand même et elle va finir par mourir? Bon. D'abord, il y a des fois où on se plante et elle finit pas par mourir. Bon. Ça arrive. Bon. Et puis, il y a des fois, on ne s'est pas planté, elle finit effectivement par mourir. Est-ce que c'est de l'argent public mal employé? À l'échelle macro, quand on voit ce que ça représente par rapport à ce qu'on risquait, franchement, c'est epsilonesque, mais même en regardant le cas précis. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les mecs ont eu du boulot, l'entreprise est restée ouverte, les salariés ont continué à toucher leur salaire, on a perdu le PGE. Si on n'avait pas aidé, la boîte aurait fermé, elle n'aurait pas payé sa TVA, elle n'aurait pas payé d'URSSAF, les salariés auraient touché le chômage. Est-ce que ça aurait été moins cher? Pas sûr. Donc, vraiment, globalement, je pense que la réponse des pouvoirs publics était celle qu'il fallait. Oui, je partage votre point de vue, d'un point de vue macro, quel est le sujet. Maintenant, c'est vrai que lorsque vous maintenez des entreprises qui ne sont pas viables sur le terrain économique, ça crée une certaine forme de concurrence déloyale à l'égard de celles qui, effectivement, sont en capacité de gagner de l'argent. C'est peut-être juste ça le sujet, mais c'est presque anecdotique, je veux dire. Est-ce qu'on a fait le tour des échanges et des questions? Est-ce que vous avez tous eu réponse à vos questions? Voilà. Moi, je tiens sincèrement à vous remercier, messieurs les présidents, pour votre disponibilité. Et puis, je tenais aussi, au fur et à mesure des échanges, à vous remercier parce que, et je pense que, alors, vous avez des responsabilités et peut-être pas un temps disponible indéfini, mais je ne peux que, si je peux me permettre, vous encourager à faire ce genre d'échange. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression que votre métier, vos responsabilités, on est plutôt dans un monde un peu froid. Et moi, j'ai pu dénoter ce matin, et vraiment, je vous en remercie. Et c'est rassurant, mais je le savais déjà, mais c'est bien aussi que d'autres collègues puissent se rendre compte et j'ose le mot, que vous manifestez également une certaine bienveillance et que vous avez cette attention auprès des chefs d'entreprise. Et moi, ça me rappelle... Quand j'ai fait mes études, mon premier cours d'économie et gestion d'entreprise, j'avais un prof qu'on appelait, qui était un peu le vieux de la vieille, et qui avait commencé son cours à nous poser une simple question: pour vous, c'est quoi une entreprise? Alors nous, on était des jeunes fous, des jeunes loups, on a tout sorti, hein, des machines, des marchés, gagner de l'argent, etc. Et il nous a regardé au bout d'un moment, il nous a dit: bougre d'âne, une entreprise, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et si vous n'avez pas compris ça,
vous irez pas loin dans le monde de l'entreprise. Mais vraiment merci parce que vous avez remis l'homme, dans le terme général, dans le sens général du terme, au centre des choses par un côté bienveillant. Et je pense que ça n'empêche pas la performance, ça n'empêche pas l'exigence, la compétitivité, mais c'est bien de remettre l'humain au centre des choses. Merci beaucoup. Je demande juste à mes collègues 2 minutes, une fois que j'aurai raccompagné les présidents, pour une ou deux petites communications entre guillemets internes. Merci. Merci beaucoup à tous.